On dirait que on devra faire un autre spectacle. Ce jeune homme qui est avec nous est le lauréat du prix J. Albert Bean pour les jeunes penseurs créatifs libertariens. Les gars, nous sommes très heureux d'avoir Nick Fuentes avec nous ce soir. Nick, comment vas-tu? Je vais bien, c'est super d'être avec vous. Excellent. Est-ce que la putain de climatisation est allumée pour une raison? Allons-y, mettons-la encore plus fort. On la rendra plus forte en post-production. Nous sommes Ronald McDonald. Notre allégeance va à la vérité et à la justice, et à la réflexion sur les mots. Tu es maintenant banni de l'ordinateur. D'un réfrigérateur féminin rempli de condiments maudits. La seule émission encore en fonctionnement sous la loi de continuité d'urgence de 1983. Ceci, c'est l'émission de Sam Hyde. Ce soir. Ne regardez pas dans la salle informatique de l'école, c'est Nick Fuentes. L'Aube Sam Hyde Show. Les gars, bienvenue de retour au Sam Hyde Show. Très fier de vous présenter Nick Fuentes, tout juste après son interview avec Candace Owens. C'était amusant. Oh oui, je me suis beaucoup amusé. J'ai dû arrêter d'écouter au bout d'une heure parce qu'elle bavardait tellement. Oui, c'était vraiment un interrogatoire. Elle attaquait. C'est quoi ce bordel? Ouais, je ne sais pas quel est son problème. C'est encore une femme noire narcissique, assez typique. Allez, Candace, qu'est-ce qui se passe là-bas, mon pote? Alors, quoi de neuf dans le monde, mec? Quoi de neuf pour toi? Je veux dire, il y a la guerre avec l'Iran et les dossiers Epstein. J'ai entendu de certaines sources très haut placées que ça pourrait être un jeu d'échecs à 1 million de dimensions. Qu'en penses-tu? Ouais, eh bien Trump n'a pas encore perdu Chad Crotte. Donc je pense qu'il y a encore une chance. Ouais. Je pense que c'est un crash épique. Je crois que c'est terminé. Voici Zagnal Blumf et la dernière résistance. J'ai peur de la suite. Je pense qu'il va maintenant braquer les canons sur nous. Tu crois que Trump va attaquer l'extrême droite? Oui, je le pense. Je crois que c'est fini. Je crois que c'est fini depuis un moment. Le monde est victime de chantage sexuel par le Mossad. Les gens ordinaires le savent-ils? Je pense que oui. Le nom c'est Epstein, donc c'est un peu difficile d'ignorer ça. Les gens ordinaires connaissent Epstein. Eh bien, c'était absolument flagrant. Vous savez, il va en prison pour trafic sexuel. Il meurt mystérieusement. Les caméras étaient en éteintes, personne n'était là. Je l'ai découvert la semaine dernière. Bill Barr était le procureur général quand il s'est suicidé. Il supervisait la prison fédérale où Epstein était détenu. Le père de Bill Barr dirigeait l'école où Jeffrey Epstein a travaillé dans les années 1970. Oh mon Dieu. Jeffrey Epstein a été embauché par le père de Bill Barr à la Dalton School en 1974. Puis son fils Bill Barr a dirigé le centre de détention où il est décédé. C'est au-delà de la parodie, c'est devenu un mème. Tu sais, Epstein ne s'est pas suicidé. Le mème devait être « Les Juifs ont tué Epstein pour le faire taire ». Tu vois, car qui l'a tué alors? Cela ne prouve pas que tu obtiens un côté. Si tu choisis la gauche, tu as George Soros. Si tu prends la droite, tu as Jeff Epstein en Israël. C'est bien comment cette histoire elle a bouclé la boucle. Quand même, c'est une question de génération. On parlait de gens à la CIA, certains d'entre eux veulent pousser à la guerre avec la Chine. Pourquoi des gens voudraient-ils ça? Pourquoi est-ce que c'est quelque chose que quelqu'un voudrait encourager? Au Moyen-Orient, seule la Turquie, l'Égypte et l'Iran sont de vrais pays, les autres sont des constructions. L'Égypte et la Turquie soutiennent Israël depuis 50 et 80 ans, respectivement. L'Iran est le seul grand pays de la région qui leur est encore opposé. Donc les Juifs veulent faire la guerre à l'Iran parce que c'est essentiellement leur dernier adversaire. La Chine, pour des raisons évidentes. Ça a l'air plutôt impressionnant. C'est le cas. J'ai eu des frissons quand tu as dit que c'était leur dernier adversaire. Tu m'as fait croire que je regardais un film d'action impressionnant. Voilà pourquoi ils veulent la guerre avec l'Iran et la Chine. Certains éléments aux États-Unis veulent cela parce qu'ils vont être le prochain grand concurrent. Ils vont être le prochain grand rival en termes de puissance. Mais en fait, ils ne me dérangent pas. Je pense que les Chinois sont corrects. Je me demande simplement, est-ce qu'il faut faire la guerre à quelqu'un s'il va être un concurrent? Non, est-ce que ça nécessite de bombarder et de faire la guerre? Je réfléchis simplement à ce que beaucoup de grands dirigeants ont pensé pendant des milliers d'années, Ryan. De toute façon, c'est dommage que ça craque quand tu fais simplement tes mouvements les plus naturels. Eh bien, je dois l'assouplir ici. Je n'ai pas le temps de l'assouplir quand je ne suis pas à l'émission.
C'est du cuir ordinaire. Ça, c'est vraiment du cuir de chèvre indienne. Au-dessus des blazers. Au-dessus du blazer, ouais. Tanner sur le chapeau sans taille. Comme Raven. C'est quoi ça? À qui sont-ils? Je les ai trouvés à une station-service. Donc ils appartiennent à n'importe qui. Tu achètes des choses en station-service? Oui, oh oui. Je trouve ça amusant. Souvent sur la route, ils ont toujours des couteaux et objets cool à faire tourner ou lancer. J'ai eu, en Arizona, un permis de conduire d'extraterrestre d'Area 51, mais il était genre anormalement long, donc il ne rentrait pas dans le compartiment à carte. J'ai donc fait une exception en le plaçant là où va l'argent dans le portefeuille. Maintenant, j'ai juste cette carte de plus dans mon portefeuille, on dirait Area 51. On dirait que je suis un extraterrestre. Le policier m'arrête, je lui dis « Tenez, monsieur l'agent !»« Je suis un extraterrestre. » D'accord. J'ai pensé que c'était une autre forme car cela vient de l'espace. Ce n'est pas la forme habituelle d'une carte. Ils avaient l'habitude de le faire. Encore. Avec des rectangles. Ils sont encore d'accord avec les rectangles, mais ce sont des spécifications différentes. Oui, exactement. Mes spectateurs ne sont pas aussi instruits que les tiens. Nous devons savoir ce qui se passe d'autre. Les États-Unis souhaitent la guerre avec l'Iran, car c'est leur dernier adversaire. Trop classe. Je vais rendre à César ce qui lui appartient. Nous voulons la guerre avec la Chine, car ils sont un concurrent potentiel. Eh bien, ils viennent juste de faire le grand et magnifique projet de loi qui vient de passer au Congrès. Ils baissent à nouveau le taux d'imposition des sociétés, prolongeant la réduction d'impôts pour les entreprises. Pour le financer, ils coupent 900 milliards de dollars à Medicaid, ce que je trouve être une excellente stratégie politique. Supprimer l'accès aux soins de santé pour financer des baisses d'impôts pour les entreprises, c'est vraiment la grande victoire. C'est drôle. Eh bien, et c'est tellement classique. Chaque année, les gens votent pour moins d'immigrants. Les gens votent parce qu'on déteste voir des Vénézuéliens vendre des barres chocolatées dans la rue. Et chaque année, puis on obtient juste des baisses d'impôts, une réduction de l'impôt sur les sociétés, un budget de la défense à 1000 milliards de dollars et plus de guerre à Tidokan pour Israël. Donc c'est essentiellement ce qu'il y avait dans le projet de loi. Et voilà, voici la meilleure partie. Ils ont alloué 150 milliards de dollars pour la frontière, pour l'Immigration and Customs Enforcement, et les expulsions, et pour la frontière. Le jour même de l'adoption du projet de loi, Trump a déclaré lors d'un rassemblement « Nous n'allons plus faire de déportation massive ». Magnifique. Eh bien, à quoi sert l'argent alors? Et puis, ils nous ont dit une semaine plus tard que les expulsions sont maintenant pour les citoyens qui critiquent Israël. C'est la nouvelle note du ministère de la Justice. Ils vont révoquer la citoyenneté des personnes qui critiquent Israël, puis les expulser vers la Libye et l'Afrique. Je me souviens quand ils expulsaient des gens parce qu'ils étaient pro-Palestine, des personnes c'était avec des visas étudiants. Oui. Donc des personnes qui étaient, écoute, on ne veut pas d'Arabes dans ce pays, mais ils étaient ici légalement pour étudier et ils étaient expulsés parce qu'ils critiquaient Israël. Et j'ai vu beaucoup de gens à droite se moquer de ça, comme s'ils ne comprenaient pas pourquoi cela pourrait être une mauvaise chose. Qui vont-ils expulser maintenant ? Des citoyens. Ils révoquent la citoyenneté. Comment ça marche? Que signifie-t-il? Si vous êtes un citoyen naturalisé, cela signifie que vous êtes né ailleurs et avez obtenu la citoyenneté ici. Ils disent mortaux que les 5 principales priorités du ministère de la Justice cette année seront de révoquer la citoyenneté naturalisée de toute personne qui représente une menace pour Israël ou critique Israël. Putain de merde. C'est le nouveau film. Tu crois que Rosie O'Donnell est un essai pour une version directe? Elle est américaine? Elle l'était. Trump disait que c'est sûrement comme le test. Si tout le monde déteste Rosie, on la déporte, puis tout le monde dira « ouais ». Et maintenant, tu as ouvert cette porte pour rendre ça possible. Et ensuite, on est parti... Ont-ils déporté Rosie? Non, pas encore. Il a dit qu'on devrait enquêter là-dessus. Il a dit qu'on allait enquêter très sérieusement. Vous savez, c'est assez drôle parce que les gens votent pour la tyrannie. Vous savez, les gens votent pour des expulsions massives, aller de porte en porte, arrêter des gens, cibler les médias. On obtient juste une tyrannie juive. On a ça, mais pour Israël. On expulse ou sanctionne ceux qui critiquent ou détestent Israël. On fait la guerre pour Israël. On ferme Harvard à cause de cette hostilité. On dirait qu'on a simplement eu la mauvaise version. Donc, c'est la bonne idée, mais ce n'est juste pas dirigé dans la bonne direction ici.
Ils doivent savoir ce qu'ils font parce qu'ils attirent toute cette attention sur, vous savez, cette haine anti-Israël. Ils doivent réaliser que cela leur retombera dessus et que les gens pourraient se demander si ne pas aimer Israël est justifié. Cela finira par se retourner contre eux. Ouais, je sais pas. Je pense qu'ils vont juste nous tuer, tu vois. D'accord, intéressant. Peter Thiel a une liste d'ennemis d'environ 2 millions de personnes dans Palantir. Palantir est arrivé juste après Doge. Elon Musk a introduit Doge dans chaque département, à l'Internal Revenue Service, au département du Trésor, à l'éducation et partout ailleurs. Tous ceux qui travaillaient chez Doge avaient aussi travaillé pour Palantir. Quand Doge est parti, les gens de Palantir sont restés. Et ce qu'ils font maintenant, c'est qu'ils créent une base de données principale qui contient vos dossiers scolaires, un dossier de santé, dossiers de fiscaux, les dossiers du département du Trésor, et ils vont tout regrouper dans une immense base de données consultable pour cette administration, avec un budget de 150 milliards pour l'Immigration and Customs Enforcement, qui veut retirer la citoyenneté aux personnes qui critiquent Israël. Et c'est pour ça que les gens ont voté lorsqu'ils ont voté pour Trump. Qu'est-ce que Palantir? Peux-tu expliquer un peu ce que c'est? Palantir est une façade de la CIA. Donc, en 2001, après le 11 septembre, ils ont créé cet artefact. C'est une intelligence artificielle, ou un algorithme pour analyser ces grandes quantités de données. La communauté du renseignement traite d'énormes volumes de données, d'emails, d'appels et de messages textes. Palantir interprète tout cela en informations exploitables par les forces de l'ordre. Et donc en 2001, après le 11 septembre, ils ont pris ce qui était un programme de la CIA et ils l'ont tout simplement privatisé pour contourner la Constitution. La Constitution protège la vie privée, mais une entreprise privée n'a pas à suivre ses règles. Donc, en 2001, vous dites que la CIA espionnait les gens et collectait toutes ces données. Et puis, pour contourner la surveillance publique, ils ont en quelque sorte transféré tout ça à une entreprise privée. C'est ça. Donc Palantir est une entreprise qui crée des analyses exploitables à partir d'énormes quantités de données. C'est une entité privée pour contourner la Constitution. Fondée en 2001, ils travaillent pour la CIA jusqu'en 2008. Et la CIA a en fait fourni des fonds de démarrage par l'intermédiaire de sa branche de capital risque In-Q-Tel. Donc ils ont fourni tout l'argent pour ça et ils ont créé tous les produits. Donc Peter Thiel, Alex Karp, Joe Lansdale, ils étaient à Langley, en Virginie, au siège de la CIA, en train de tout fabriquer pour la CIA en tant que soi-disant sous-traitants. Ils se sont ensuite diversifiés partout et ont identifié les émeutiers du Capitole le 6 janvier. Ils identifiaient en mêlée qui n'étaient pas vaccinés en 2021. Que faisait-il avec les non-vaccinés? Cela servait simplement à identifier, via le traçage des contacts Bluetooth qui avaient la Covid, la transmettaient, et à repérer les non-vaccinés pour les passeports vaccinaux. Tu sais, dans des États comme New York ou à New York City, ils ne laissaient pas entrer les gens dans les restaurants s'ils n'avaient pas le vaccin. Donc c'était comme s'ils voulaient identifier tout le monde qui n'avait pas la carte. Ouais. En utilisant le Bluetooth, tu as dit? C'est pour identifier qui a le Covid. Intéressant. Si tu as eu le Covid et un test positif, ils vérifieraient ton téléphone via Bluetooth pour voir les autres téléphones croisés. Ils peuvent identifier tous ceux qui pourraient avoir eu le Covid. C'est le traçage des contacts. C'est en gros exactement ce dont Ted Kaczynski avait mis en garde. C'est l'exemple classique d'un état de surveillance panoptique. Palantir a été fondé par Peter Thiel. Peter Thiel finance tous les nouveaux projets de la droite. En 2022, il a été le plus grand donateur individuel du cycle. Il a investi 30 millions de dollars derrière J.D. Vance et Blake Masters. Pourquoi a-t-il l'air gras? C'est un homme gay, je pense que c'est lié à cela. Il y a une certaine quantité de graisse qui vient avec ce mode de vie. Oui, beaucoup de lubrifiant, beaucoup de lubrification. De l'espace quand il fait des apparitions publiques. Peter Thiel a financé Sovereign House, Passage Presse, Bronze Age Pervers, Claremont Institute. Et puis, bien sûr, notre vice-président J.D. Vance a été son protégé pendant toute sa carrière. Donc Vance est l'homme de Peter Thiel en interne. D'où vient-il? Était-il là en 2001? Oui, il l'était. Et d'où venait-il? Que faisait-il? Donc, à cette époque, il venait de créer PayPal avec Elon Musk. À ce moment-là, avec PayPal, est-ce déjà lié à l'intelligence artificielle ou est-ce encore autre chose? Très probablement, oui, en raison de la nature de ce qu'est PayPal, c'est-à-dire un système de paiement de pair à pair. Donc c'est profondément lié à l'industrie financière et aux réglementations étatiques.
La vraie connexion avec les services de renseignement, c'est son origine à Stanford. C'était son histoire d'origine. Il a créé la Stanford Review à l'université Stanford grâce à l'argent d'Irving Kristol. C'était comme le journal de l'école? Oui. Qui est Irving Kristol? Irving Kristol est le parrain du néoconservatisme. Donc il a inventé les néocons. C'est un juif, ancien communiste devenu conservateur après que l'Union soviétique a soutenu les ennemis d'Israël. Peter Thiel, j'ai presque dit Peter Steele. Il devrait changer de nom. Il a lancé le journal de l'école avec l'argent du parrain du néoconservatisme. Oui, d'accord, continue. Il accepte l'argent d'Irving Kristol pour créer ce journal. Et il faut comprendre que tous ces conservateurs viennent en fait du fait qu'ils sont essentiellement formés par la CIA dès la sortie de l'université. Chaque grand penseur ou influenceur conservateur, à partir des années 1950, a essentiellement été formé par ce qu'on appelait le Congrès pour la liberté de la culture, qui était un projet de la CIA. C'est le... Ku Klux Klan. Je sais qu'on parle sérieusement, alors j'ai essayé de me retenir. Donc cela s'est passé il y a un certain temps, mais tu as dit le parrain du néoconservatisme. Et tout ce à quoi je pouvais penser, c'était, tu sais, les Godfrey qui disent « Donc tu es en train de me dire que tu ne soutiens pas Israël ». C'est ça. Je ne pense qu'à ça. Mon cerveau me dit « Tais-toi, ne dis rien ». S'il te plaît, interviens avec de l'humour. Tu es en train de dire que chaque grande figure conservatrice vient de ce congrès de quoi? Congrès pour la liberté de la culture. Congrès pour la liberté de la culture. Donc en un mot, ils sont tous en train d'être préparés. Tous ces intellectuels conservateurs qui écrivent ces livres, des gens comme William F. Buckley et beaucoup d'anticommunistes, ils sont tous préparés dès la sortie de l'université par la CIA pour être un contrepoids conservateur au communisme de gauche en Amérique, parce que la CIA est profondément inquiète de la propagation du communisme aux États-Unis et ailleurs. Peter Thiel s'inscrit ainsi dans le schéma incluant Irving Kristol. Dans les années 60 ou 70, il faisait ça pour lutter contre le communisme. Exact. Et puis, à un moment donné, quelque chose tourne mal. Je ne dirais pas que ça a mal tourné. C'est plutôt que la CIA a toujours été de mèche avec les services de renseignement israéliens. Donc, sous prétexte de lutter contre le communisme, ce qu'ils font vraiment, c'est combattre l'antisémitisme en même temps. Donc ces personnes sont formées par la CIA, qui se trouve être une institution totalement infiltrée par Israël. Quand la CIA a-t-elle été infiltrée par Israël? Depuis le tout début, depuis sa création même. Et la raison en est que la CIA a été formée à partir des services de renseignement de guerre pendant la Seconde Guerre mondiale. Nous avions besoin d'informations sur l'Axe, donc les nazis et les Italiens. Et donc, lorsque les Alliés ont envahi l'Italie, ce qui arrivait par l'Italie, c'était beaucoup de réfugiés juifs fuyant l'Holocauste, fuyant la persécution des Allemands. Comment les Alliés obtenaient-ils des renseignements sur les Allemands? Nous avons interrogé les Juifs fuyant l'Allemagne. Ainsi, tout notre réseau de renseignements venant d'Allemagne, et même de Russie d'ailleurs, de Pologne, tous ces Juifs qui fuyaient ces pays, étaient essentiellement des réfugiés juifs. À sa création, la CIA était principalement formée de ces personnes. Toutes les sources étaient des réfugiés juifs ayant quitté l'Italie pour Israël. Ensuite, l'étape clé, c'est que nous combattons l'Union soviétique. Au début de la guerre froide, dans les années 1950, nous devons tout connaître de l'Union soviétique, mais nous ignorons tout, car un rideau de fer est tombé. Nous n'avons aucune source interne ni idée de ce qui se passe. Certaines personnes quittent de l'Union soviétique, notamment des Juifs partant pour Israël. Alors on se dit, comment connaître les secrets de l'Union soviétique? Interviewons les Juifs soviétiques qui fuient en Israël. Pour avoir accès à ces personnes, nous devons conclure un accord avec Israël. Et nous disons en gros, eh bien, nous aiderons votre jeune État si vous nous donnez des informations sur l'Union soviétique. Bref, un accord a permis d'obtenir leur programme nucléaire. Les dossiers John Fitzgerald Kennedy, publiés cette année, ont révélé que James Angleton, responsable du bureau israélien dans les années 50 à 70, transmettait secrètement des secrets nucléaires à Israël pour accéder à leurs émigrés soviétiques et mieux connaître l'Union soviétique. Maintenant, tu as dit James Angleton. Peux-tu imaginer si tu montrais le futur à ce type? Et James, je veux te montrer quelque chose rapidement. C'est un aperçu du futur. Voilà ce que tu as fait. C'est vraiment drôle. Bon, alors la formation de la CIA. Ils ont été infiltrés dès le début parce qu'ils voulaient avoir accès aux émigrés russes.
Le Congrès pour la Confédération. de la liberté culturelle. De la liberté culturelle. D'accord, alors parle-moi du Congrès pour la liberté de la culture, comme nous l'appellerons, parce que j'ai oublié ce que c'était. Donc la CIA commence essentiellement à soutenir beaucoup de radios, de publications et d'intellectuels conservateurs, parce que ces gens-là défendent tous l'idée que l'Union soviétique est maléfique. On dirait Bragger U. Exactement. C'est ça. Oui, c'est Prager U. C'est comme un proto-Prager U. Et donc, en gros, tous les célèbres conservateurs anticommunistes des années 50, 60 et 70, peut-être le plus connu étant William F. Buckley, sont financés en secret par la CIA. Leurs journaux, leurs radios, leurs émissions télé, leurs bourses, tout était financé par ce qu'on appelait des intermédiaires, des organisations non gouvernementales, divers projets, dont l'un y a été le Congrès pour la liberté de la culture. Et c'est parce que la CIA voulait créer en Europe et aux États-Unis une élite intellectuelle. Un argument contre le communisme. Puis si on avance jusqu'aux années 80, Irving Kristol, le parrain du néoconservatisme, fait partie de ces types d'ailleurs qui reçoivent de l'argent de la CIA. Il fonde un groupe avec plusieurs autres juifs et il commence à financer des journaux étudiants dans toutes les meilleures universités. Mince. Stanford, Dartmouth, Université de Chicago. Et certains des conservateurs les plus célèbres aujourd'hui ont reçu cet argent, et c'est ainsi qu'ils ont commencé. Ils ont lancé ces journaux étudiants. Ils commencent à écrire pour eux. Puis ils gravissent les échelons en faisant des commentaires, en faisant de la diffusion. Et maintenant, ce sont les plus grands animateurs de Fox News. Par exemple, l'un d'eux était Dinesh D'Souza. Je vais juste t'interrompre ici. En général, si quelqu'un interrompt, c'est pour dire quelque chose de positif, donc je t'interromps juste. Ça semble une bonne idée. J'ai presque envie d'aller motiver des étudiants. Ce n'est pas une fiction, c'est cool. Ils pourraient peut-être monétiser ça à un moment donné. On devrait lancer des journaux étudiants. Combien ça coûte vraiment? En plus, ils savent vraiment optimiser leur argent, tu vois, avec les locaux. Genre, ils comprennent que tu as besoin de quelqu'un comme Soros, tu finances les gars du coin. Tu en obtiens juste plus. Genre, ça coûte combien? Genre 2500 $ pour, tu sais, transformer un quartier en vrai bordel. Combien coûte un journal étudiant? C'est genre 375 $. Ce pourrait être notre prochaine grande aventure. Pas mal. Ouais. Alors regarde, ces gars-là, ce sont ceux qui ont commencé à gravir les échelons des commentateurs et des personnalités publiques grâce à la voix du journal étudiant. À quel moment sont-ils compromis dans le sens où ils mettent de côté leurs valeurs et leur intégrité journalistique? Pourquoi l'argent? C'est ça? Ils sont convaincus que travailler pour la CIA ou dans le renseignement, c'est patriotique. Je pense qu'ils sont convaincus qu'ils sont du côté des soi-disant gentils, la bonne faction au sein du renseignement, qui est en quelque sorte idéologiquement alignée avec nous. Pour vous dire la vérité, beaucoup d'entre eux sont des marginaux dès le départ. Quelqu'un comme Peter Thiel. Que voulez-vous dire par marginal? Donc c'est un homme gay. Les personnes gays sont généralement marginales, ou, vous savez, beaucoup d'entre elles sont juives. Les personnes juives sont aussi marginales. Quand vous dites marginal, vous voulez dire pas comme le noyau du type principal. Ils sont un peu à part. Absolument. D'accord. Donc ce sont des outsiders plus ouverts à écouter et accepter des idées étranges. C'est bien ça? Eh bien, des idées bizarres. Et tu sais, ils pourraient être vulnérables, d'une certaine manière, en particulier comme les personnes homosexuelles. Il y a une énorme vulnérabilité. Je veux dire, il y a une grande raison pour laquelle Jeffrey Epstein s'est livré à la pédophilie. Beaucoup de ces personnalités publiques sont dénoncées pour pédophilie, ce qui n'est, selon moi, pas une coïncidence. Ouais, quand tu dis marginal, tu sous-entends qu'ils ont un aspect exploitable. D'accord, ok, oui. Donc ça pourrait être une affinité ethnique. Ça pourrait être une excentricité sexuelle qui pourrait être utilisée à des fins de chantage. Il y a beaucoup de vecteurs différents, je pense, mais ce n'est presque jamais des gens normaux. Ce n'est jamais juste un mec qui aime les M et M's cacahuètes, tu vois? C'est un gars qui aime les M et M's minis. Ces putains de gars qui aiment les M et M's mini. Il lui faut le tube avec des couleurs spécifiques. Genre, si tu as le tube jaune, il ne les achètera que si c'est le tube jaune. Étrangement, ça marche. Désolé, continue. Donc je ne connais pas forcément le profil psychologique, mais inutile de dire qu'ils commencent à adhérer à ça. Ils reçoivent l'argent, ils obtiennent une promotion. Des portes s'ouvrent pour cette personne. Ils comprennent peut-être un jour ce qui se passe, mais rationalisent. J'ai entendu beaucoup d'histoires différentes sur la façon dont ça fonctionne, mais ça commence toujours au niveau universitaire, ce qui a du sens.
Parce que si tu penses à Harvard, Stanford, Yale, ils sélectionnent les personnes au quotient intellectuel le plus élevé. Et le gouvernement veut les personnes au quotient intellectuel le plus élevé. Parce que l'intelligence, tu sais, c'est aussi un peu dans le nom. Ces réseaux de renseignement doivent être les plus sophistiqués techniquement et opérationnellement. Alors ils se demandent où sont les gens intelligents. Ils sont dans les universités d'élite. On pourrait penser que c'est comme regarder Turning Point États-Unis d'Amérique ou les républicains universitaires et croire que cela ne représente pas grand-chose. C'est rien du tout, c'est ringard, c'est ridicule. Mais ces jeunes de 18 ans, ces jeunes gars de 18, 19 ans qui sont idéologiquement conservateurs, ce sont les futurs dirigeants. Ce sont les gars avec un quotient intellectuel de 130, 150. Ils vont devoir affronter les Chinois, les Iraniens et les services de renseignement russes. C'est pour ça qu'ils les recrutent. C'est aussi à ce moment-là qu'ils sont influençables et malléables. Je n'ai compris l'importance de l'éducation que lorsque j'ai vu ces établissements comme des créateurs d'élites. Harvard forme les élites du monde. Yale forme les élites du monde. Alors, les réseaux de renseignement veulent mettre la main sur ces personnes dès leur jeunesse. Et puis, vous savez, un gars comme Irving Kristol réunit cet argent avec d'autres types de la CIA et il finance les journaux étudiants conservateurs. Et vous savez, ces jeunes de 19 ans trouvent ça amusant. Vous voyez, un gars comme Stephen Miller, c'est comme ça qu'il a commencé. Il écrivait des lettres à David Horowitz, qui est un animateur de radio. Et il était un gars du journal étudiant qui faisait des trucs polémiques, crachant sur les Mexicains, vous savez, les vlogueurs, les Palestiniens et tout le reste. Je pensais à David Portnoy. Désolé, voilà. Il devrait se lancer dans les critiques de pizza. Et c'est comme ça qu'ils se font manipuler. Et puis, tu sais, ils passent un point d'un journal étudiant à un journal local, puis à Fox News, et ensuite ils deviennent un nom connu de tous. Ils deviennent ensuite une figure majeure de Fox News. Non, ton point de contact, c'était comme le vampire qui te transforme. C'était Cassie Dillon? Oui. Elle s'est ensuite convertie au judaïsme. Je l'ai cherchée, elle était moche. Elle est laide? Ouais, elle n'est pas canon. Montre une photo. Ce qui m'a contrarié, bien sûr. Qui a dit que le prix de l'âme d'un homme était si bas? Ce n'est pas que chacun a un prix, mais que la plupart en ont un très bas. Aïe. C'est aussi le cas que les nanas avec qui ils casent ces types sont vraiment moches. C'est ça le prix? Ouais, c'est la récompense. C'est ce qu'ils ont, mais ce n'est pas sexy. C'était triste. Est-elle juive de naissance? Non, elle s'est convertie. Alors pourquoi son visage est-il tout abîmé? Elle s'est convertie de quoi? D'une sale garce? Si une meuf moche venait me voir et m'envoyait un message en me disant que je devais changer d'opinion, je lui dirais « Meuf, va te faire opérer ». Cassie Dillon pourrait être géniale. Est-ce ça qui attire? Je ne comprends pas comment ça fonctionne. Est-ce que c'est juste que c'est tellement bien que ça compense la laideur? Enfin bref, je ne sais pas. Écoute, je ne veux pas faire de vagues ici. Je sais juste que cette garce est foutue. C'est elle. Elle est jolie, ouais. Elle était plus mignonne quand elle était plus jeune. Salope? Ouais, regarde-la là. C'est génétique. Elle a l'air stridente et on dirait qu'elle est prête à terroriser un homme. Mauvaise étoile sur le sweatshirt, là. Quand tu montais, tu avais des opinions tranchées et les gens te regardaient en disant « Ce gamin est chaud ». Et on t'associe à cette nana pour te montrer un peu les ficelles et t'introduire dans le monde de tout ce qui mène à passer sur Fox News, peu importe. Et tu commences à remettre en question des sujets liés aux Juifs et elle commence à t'envoyer des messages. Tu ne peux pas parler de ça, on va t'exclure du groupe d'amis. Ce genre de message pour te faire comprendre que tu es sur un terrain dangereux. Ouais, je crois qu'elle a essayé de coucher avec moi aussi. Je pense que c'était un genre de piège. La première chose qu'elle m'a demandé quand je l'ai rencontrée, cette Roachum Bini, c'était si je prendrais un jour l'avion pour aller en Israël. C'était elle. On ne pouvait pas faire moins subtil. Prendre l'avion pour Israël pour baiser. C'est leur unique faiblesse. Ils doivent trouver des filles plus jolies. Des ingrédients plus attrayants. Une meilleure pizza. Papa John's? Elle a raté le coche. Elle est arrivée en force. Tu veux aller en Israël? Elle y est allée fort. Et ensuite, elle doit faire un rapport à quelqu'un et dire « Je crois que j'ai accidentellement créé Nick Fuente ». Oups, elle était tellement laide. Elle a créé Fujitsu. Était-elle la seule? Ont-ils envoyé d'autres? Ont-ils dit « Essayons celle-là » Je pense qu'il y en a eu d'autres après, mais c'était surtout elle. Elle était la principale.
Et oui, honnêtement, c'était vraiment aussi simple que ça. Elle n'était tout simplement pas si sexy. C'est comme drôle de dame. Si la première échoue, ils envoient la noire, puis la chinoise. Ils envoient tout un tas de saveurs différentes. Charlie peut t'avoir. Ils envoient un Charlie. Epstein est le type. Et puis la dernière, c'est que ça te met dans l'avion avec les enfants. Et ensuite, ils deviennent les agents. Peter Thiel, par exemple, il lance la Stanford Review à Stanford. C'est fou, la Stanford Review ressemble à un who's who des sous-traitants de la défense, ce qui est surprenant. C'est censé être un journal universitaire conservateur et polémique, mais c'est un who's who des développeurs de drones, comme tous ces gens qui fabriquent pas des armes pour le département de la défense, comme Joe Lonsdale, qui a ensuite travaillé avec Peter Thiel. Et donc Peter Thiel, il écrit ce livre sur le mythe de la diversité en 1995. Il publie plusieurs autres travaux, puis travaille à plein temps pour la CIA en développant Palantir. Ensuite, il occupe un poste à plein temps en tant que contractant dans le domaine du renseignement et de la défense. Il collecte désormais toutes les données sur ceux qui critiquent Israël pour le gouvernement. Ce type, Alex Carr, il a dit que sa plus grande peur, c'est l'extrême droite. Sa plus grande peur, c'est l'extrême droite. Ce n'est pas bon. Ouais, il a dit, et plus précisément, il a dit que sa plus grande peur, c'est que les nationalistes chrétiens prennent le pouvoir et le jettent par la fenêtre, spécifiquement parce qu'il est juif. Ce n'est pas bon. Ouais, c'est notre gars. Qu'est-ce que tu penses de ces Indiens? Je ne suis pas fan. Eh bien, j'allais dire que c'est Usha Vance, la femme de Jean Vance est indienne. La moitié de Twitter déteste les Indiens, mais soutient fortement Vance, dont les enfants portent des habits indiens en Inde. Le prénom de son premier fils est Vivek, et il est allé à l'université avec Vivek. On ne peut pas inventer ça. Non, c'est comme l'histoire de Bill Barr et Epstein, ce genre de truc. La transition était de Thiel à Vance, à Usha et... Ça ressemble à l'un des... Comment ça s'appelle? Les Upanishads. On dirait quelque chose tiré de ces livres anciens. Ça a effectivement une sorte de sonorité ancienne. Ça me fait peur, surtout ces choses de l'Inde ancienne. Parce que les Indiens et modernes sont déjà effrayants comme ça. Si tu remontes dans les profondeurs, troubles du temps... Cela devient plus obscur. Oui. Pour moi, le poisson pêcheur de l'existence indienne est là-dessous. Ce n'est pas plus clair. Plus tu plonges, plus l'eau trouble. Sur ce point, tu joues au jeu, Nick? Oui, j'y joue parfois. À quoi tu joues? Je suis basique. Je joue à Fortnite, des jeux de cartes, Civilization 5 et Hall of War. Civilization 5, c'est génial. J'adore ce jeu. Tu choisis quelle civilisation en général? Oh, Rome à chaque fois. Tu prends Rome à chaque fois? Je prends les Ouzbeks. Maintenant, en général, je regarde qui a le plus grand avantage et je choisis ça. Mais je pense, tu sais ce que c'est, civilisation? C'est un jeu où tu choisis ta civilisation parmi toutes celles qui ont jamais existé et tu commences une sorte de petit simulateur. Une petite nation, c'est un jeu de simulation, d'accord. L'avantage, en choisissant une civilisation africaine, est d'avoir un taux de natalité plus élevé. Je ne pense pas que ce soit vraiment. Je ne pense pas qu'ils aient ça dans le jeu. Ils sont sûrement assez intelligents pour éviter ça, mais chaque civilisation a un avantage. Je me demande si certaines sont drôles, comme les Africains ou les Highlanders. Oui, l'Inde, c'est étrange. La population y est immense, mais le mécontentement très faible. Ah oui, tu pourrais... Vivre avec des milliards de gens. Ils pouvaient tout tolérer. C'est incroyable, ouais. Les gens se diraient que c'est bizarre qu'il n'y ait pas d'option juive, mais toi, en tant que joueur, tu l'es parce que tu contrôles tout. Y a-t-il une civilisation israélienne? Il n'y en a pas, non. Ça me rendrait malade si je lançais une civilisation. Si tu vas assez loin en tant que Britannique, tu crées ensuite l'État d'Israël. Oui, c'est comme ça que tu gagnes la partie. C'est l'une des merveilles du monde, créer un Israël. Mon truc à moi, c'est que je profite simplement de l'échec de cette administration. Chaque nouvel échec de Trump, c'est comme... Ça a été ma source de plaisir ces 5 derniers mois. Quels sont les échecs? Le débat sur l'amnistie des agriculteurs en situation irrégulière. Quelle est sa position ici sur l'amnistie? Donc vous savez, l'année dernière, il promettait des expulsions massives. C'était le grand slogan. On n'a pas eu ça, n'est-ce pas? Non. Eh bien, on ne l'obtient pas. Ils ont arrêté de publier les chiffres. Ils n'ont publié aucun chiffre depuis 6 mois, ce qui n'arrive jamais. C'était la grande promesse. Mais toute l'année dernière, il avait les doigts croisés derrière le dos. À chaque question, il répondait.
Nous allons d'abord libérer les criminels violents, puis nous verrons pour les autres. Avançons jusqu'à aujourd'hui. Ils ont arrêté 75 000 personnes, ce qui est peu en 5 mois. Et ils disent, me l'ont déjà, eh bien maintenant, nous allons procéder à des expulsions massives de manière stratégique, en ne renvoyant personne qui travaille soit dans une ferme, dans un restaurant, sur un chantier de construction, dans un hôtel, ce qui représente pratiquement toute la main-d'œuvre migrante. Ils jettent pratiquement l'éponge après 5 mois. Ils laissent simplement ceux qui sont apathiques, qui n'ont rien de mieux à faire que de commettre des crimes et des viols. Ouais, Au moins, les autres sont, je ne sais pas, ils sont en quelque sorte semi-intégrés. Ça semble être la pire idée. c'est une vraie blague. Donc des gens comme toi et moi, on faisait partie de cette grande vague en 2016, que Trump a évidemment menée. Il en était le noyau et le centre. Et je pense que l'énergie autour de lui a commencé à s'estomper, de façon réaliste, presque immédiatement après qu'il ait remporté l'élection la première fois. Je pense qu'il n'est plus drôle. Il a quitté Twitter. Il n'est même plus subversif maintenant. Tu sais, Choco, je pense à ce qu'il dit, il n'y a rien. Il est pro-juif. Il est pro-diversité, pro-noir, toutes ces choses différentes. Et donc l'année dernière, il y avait toutes ces personnes qui n'étaient vraiment pas de notre côté, à l'époque. Des gens comme Jack Posobiec, Mike Cernovich et beaucoup d'autres essayaient ensemble de le présenter comme s'il était encore spirituellement ce qu'il était la première fois. Et pour moi, j'ai juste pensé que c'était une trahison complète et totale. On dirait que des gens comme moi restent à l'écart, observant de loin. Autrefois alt-light ou proches de l'establishment, ces personnes sont aujourd'hui les initiés du monde de Trump. Aucune expulsion. Il a bombardé l'Iran, ce qui, à une époque, était presque synonyme de « Déclencher la Troisième Guerre mondiale. Eh bien, est-ce que les Juifs ont toujours voulu ?» Comme si bombarder l'Iran était devenu une blague. Pour dire qu'une personne est tellement pro-Israël que ça en devient absurde, tu dirais qu'elle va déclencher une guerre ou bombarder l'Iran. Et il l'a fait. Qu'est-ce qu'il a bombardé? Il a bombardé leur site nucléaire le plus sécurisé, où ils enrichissent l'uranium. Bien sûr, il avait promis aucune nouvelle guerre, et une des principales raisons pour lesquelles je n'ai pas voté pour lui, c'est parce que j'ai dit qu'il allait bombarder l'Iran. Les Israéliens poussent quand depuis des années, et ils vont enfin y parvenir grâce à lui. Il arrive au pouvoir, et tout le monde affirme qu'il n'y aura pas de nouvelle guerre, qu'on restera à l'écart. Et puis, bien sûr, Israël commence la guerre avec l'Iran. Ils bombardent l'Iran, ils font ces frappes de drones, ils font des frappes aériennes. Et tous les partisans de Donald Trump ont dit « Eh bien, nous devrions rester en dehors de ça ». Bien sûr, nous sommes profondément impliqués. Nous commençons à intercepter les missiles iraniens dans le ciel. Nous commençons à déplacer des avions et des porte-avions dans la région. Ensuite, ils ont dit « Eh bien, nous ne devrions pas nous impliquer de manière offensive ». Puis tout le monde commence à dire « Eh bien, nous devrions bombarder le programme nucléaire iranien ». Ensuite, ils ont dit « Nous pourrions bombarder le programme nucléaire, mais nous ne devrions pas faire de changement de régime. Nous ne devrions pas mettre de troupes au sol. » Après le bombardement du programme nucléaire, Trump appelle dès le lendemain à un changement de régime. Trump a-t-il dit cela? Il l'a fait, il l'a dit immédiatement après. Changement de régime? Peut-on vérifier? Que dit Trump sur le changement de régime en Iran? Sur Truth Social, après avoir bombardé l'Iran, il a suggéré « Pourquoi ne pas changer de régime? Le peuple déteste le gouvernement qui échoue. Un nouveau gouvernement pourrait rendre l'Iran à nouveau grand. » Oh, wow. Puis tout le monde a finalement admis qu'un changement de régime ne serait peut-être pas si mauvais. C'est étrange de déclarer ça en portant un nœud papillon. Non, c'est rendre l'Iran à nouveau grand pour rendre l'Iran à nouveau grand. Ah, c'est un peu une situation complexe. Absolument. Pourquoi ne porte-t-il pas de haut de forme? Peut-être qu'il en porte un et peut-être qu'il est en train de dire quelque chose qui fait que le chapeau flotte au-dessus de sa tête pendant une seconde. C'est probablement vrai en fait, ou alors quelqu'un lui tire dessus. Pio, pio, pio. Il n'a pas été touché, il esquive les balles. Oui, il est vraiment doué, c'est un super coup. On a bombardé cette installation nucléaire, mais seulement l'entrée, non? Y a-t-il eu de vrais dégâts? Non, il dit qu'il l'a détruite, mais les Européens, les Iraniens, les Israéliens, les États-Unis, nous disons tous non. Nous ne l'avons pas du tout détruite. Et donc, c'est un peu la prochaine étape. Mais ce ne serait pas un coup de génie, Nick? Oui. Je ne sais pas. Donc, vous avez l'amnistie dont ils discutent, bombarder l'Iran. La principale chose reste la dissimulation autour d'Epstein, pourtant évidente et médiatisée. J'ai publié quelque chose sur mon Telegram. En 2016, Trump a tweeté « Je n'ai jamais vu une personne mince boire du Coca Light ». Et maintenant, les tweets font une page entière. C'est comme si c'était un tweet, mais il fait une page entière. C'est un essai. Tu parles du double tweet de Pam Bondi?
Oui, on va le retrouver et le publier. Allons le chercher tout de suite. Voyons juste ce qu'il dit. Donc, c'est le commentaire qui sort de Trump à propos d'Epstein. Ce n'est pas percutant. Ça n'a pas ce style Trump traditionnel. Ce côté percutant. En fait, ça fait 2 putains de pages où il essaye de pousser les gens à passer à autre chose. Qu'est-ce qui se passe avec mes gars et, dans certains cas, mes filles? Ils s'en prennent tous à la procureure générale Pam Bondi, qui fait un travail fantastique. Nous sommes dans la même équipe, MAGA, et je n'aime pas ce qui se passe. Notre administration exemplaire fait parler d'elle depuis des années, toujours avec Epstein. Il se lamente que l'affaire Epstein ne disparaisse pas. Et il dit que c'est une invention de documents inspirés par l'extrême gauche. En gros, il dit que c'est faux. Les gens disent, bon, bien sûr qu'Epstein faisait chanter tout le monde et dirigeait un réseau de trafic sexuel dans ce but, et qu'il les trafiquait pour Israël. Et Trump publie chaque jour une page sur Truth Social en disant « Eh les gars, est-ce qu'on peut tous passer à autre chose ?» Genre, ce n'est pas... Je n'étais certainement pas sur cette île, je n'ai rien à voir avec ça, et il faut qu'on arrête d'en parler complètement. Je ne sais pas. C'est juste qu'il n'est plus drôle, il n'est plus pertinent. Il se trompe un peu sur tous les sujets. Ce n'est pas l'âge d'or qu'on nous avait promis. C'est plutôt une douche dorée. C'est comme la douche dorée dans l'hôtel russe. On se fait humilier partout. Je dois faire semblant d'être heureux, mais on se fait pisser dessus. Incroyable. Beaucoup de pisse. Ouais, ce n'est pas génial. Ça ne s'annonce pas très bien. Cette énergie doit bien aller quelque part, non? Il a lancé toute cette dynamique en expulsant des gens. Je me souviens avoir entendu des gens, genre juste des gens de gauche dire « Oh, ils envoient des innocents à... Où était-ce? Putain de Shangri-La! Où était la prison où ils l'envoyaient? Je suis complètement perdu. » Tu veux dire le Salvador? Kiko? Quelque chose comme ça. CECOT, peu importe le nom de leur centre pour les mauvais garçons. Alors maintenant, tout le monde est en colère. Il y a des Mexicains qui lancent des briques sur les véhicules de l'Immigration and Customs Enforcement et tout ça. C'est tout ce que je vois. Tu ne peux pas remettre le génie dans la bouteille. Genre, où va aller toute cette énergie? Ouais, je ne sais pas. Je voulais qu'ils perdent pour qu'on puisse élire Ye en 2024. C'était un peu, ou en 2028, c'était un peu ma grande idée. Je crois que le pays est prêt à rejeter Trump car il manque de radicalité. Giga Trump. Et un véritable leader du niveau d'Hitler peut émerger, parce qu'il empêche en quelque sorte que cela se produise. De prendre la place. C'est ça. Mais c'est peut-être le meilleur scénario possible, où sa chute pourrait alimenter l'ascension de la prochaine personne. C'est presque comme si Arthur Fleck inspirait la création du prochain Joker qu'il poignarde à la fin de l'histoire. C'est ça. Il demande « Tu veux savoir comment j'ai eu ces cicatrices ?» Puis il te montre comment. Eh bien, une chose est vraie. Je pense que l'opinion publique est en train de changer d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer à l'époque des sortes d'années sombres. À l'époque, je pense qu'il y avait cette énergie. Nous regardions Donald Trump et nous pensions à l'avenir avec espoir. Nous étions enthousiastes à l'idée de ce qui pourrait sortir du slogan « Rendre l'Amérique grande à nouveau ». Mais maintenant, je pense que les gens ordinaires en ont assez et commencent à ne plus faire confiance à la science. Ils se méfient des discours officiels. Cet aspect est assez excitant. Et aussi cette histoire de censure, qu'on en parlait. On avait l'impression que ça allait empirer encore et encore, sans fin. Mais maintenant, c'est comme si... C'est presque ça, tu vois? Ouais. Non, je veux dire, en gros, le plan, c'était qu'on allait tous être complètement effacés d'Internet. Ouais. Comme ne pas avoir accès à un site web ou un compte bancaire. Déshumanisé. Ouais. Ensuite, quand Trump a été banni de Twitter, ça a pris la direction inverse. Et Twitter s'est ouvert, et Instagram s'est ouvert. Et maintenant, on dirait que Twitter, c'est comme 4chan. Tu sais, genre, chaque jour, tu vois, c'est que des mèmes racistes, des mèmes antisémites. Comme si la pilule rouge était devenue grand public. Est-ce que Twitter souffre? Penses-tu que les Noirs consultent Twitter et s'énervent, ou ça ne leur pose aucun souci? Je pense qu'à ce stade, même les Noirs sont racistes. Myron Twitter, c'est le gars de Fresh and Fit. Tu as fait ce podcast Fresh and Fit. Est-ce que tu as fait les Hodge Twins? Oui, je l'ai fait. Qu'est-ce que tu penses d'eux? Ils sont super. Oui, j'ai vu que tu l'as fait. J'adore ces gars, ils sont géniaux. Les enfants de Hodgepin. Lequel est le meilleur? Lequel est le meilleur? Celui de gauche? Le bon vieux gaucher?
Les Noirs en ont marre des Noirs. Je pense que ça arrive dans les quartiers. Je crois qu'ils sont aussi très méfiants, ce qui est précieux. Ils sont justement méfiants, mais peut-être envers la mauvaise cible. Et donc, ils finissent par se méfier de choses comme, et je viens juste de l'apprendre, le cola noir. Ils préfèrent te Sprite car ils croient qu'on met quelque chose dans le soda foncé. Je viens d'entendre cela. C'est un peu comme la schizophrénie noire maintenant. Exact. C'est vers ça qu'on se dirige. Bien orientés, ils seraient d'excellents alliés. Nous devons calibrer la schizophrénie noire. C'est la prochaine étape du vrai MAGAT-MAGA, comme je l'appelle. C'est de calibrer la schizophrénie noire. Armissé. Égocentrisme accru. Nous devons faire notre propre version de la création des journaux universitaires. Nous devons financer des mixtapes. C'est ça. T'as vu cette inondation au Texas? Tu as entendu parler de ce qu'ils disent sur la modification du climat? Ouais. Tu as regardé ça? Non. Alors, tu sais ce que c'est l'ensemencement des nuages? Oui, je sais. Donc 2 jours avant cette inondation fatale, il y a une entreprise qui ensemence les nuages. Et maintenant, le président directeur général, qui est comme un jeune gars, il l'amène pour expliquer que sa technologie n'est pas ce qui a causé les inondations qui ont tué tout le monde. Je suis content de ne pas diriger une entreprise de modification du climat après une inondation mortelle. Rainmaker est le nom de l'entreprise. Et il est chez Sean. Comment s'appelle ce gars? Sean Ryan. Ah oui, le vétéran. Est-ce que tu es déjà allé? Est-ce que tu vas aller chez Sean Ryan? Je ne pense pas qu'il va m'inviter. Il ne va pas le faire. Ouais, non. J'aime les soldats et les gars de la troupe. Ce sont les plus badass. Ils ont tué des milliers de personnes et essuyé des balles sifflant au-dessus d'eux. Si tu leur parlais devant la caméra à propos d'Israël et que tu essayais de leur faire donner une opinion, ils deviendraient comme des bébés qui font pipi et caca dans leurs pantalons, comme le gars le plus dur. C'est qui ce gars? Shrek? Je vais te dire, mec, on était dans le dugout de baseball d'Oussama Ben Laden. On était dans une Quad 140 à ATX. On avait des quadrésors là-bas. J'ai tué tout le monde, puis j'ai pris leur chapeau. Ouais. John McPhee, on veut le rencontrer ou le voir contre Tim Kennedy? Un court extrait de lui. Et si les unités sont incroyables? Tu as vu ce type? Il a pris un gars. Non, je ne l'ai jamais vu. Juste derrière ce bâtiment là maintenant. Et Sean, qu'est-ce que tu ferais si je faisais fermer ce bâtiment? Ce n'est pas mes affaires. Je ferai exploser tout ce bâtiment. Ouais, d'abord, ne crois pas que j'ai traversé ça facilement comme John Wayne dans un film. J'étais dans la pire équipe de tous les temps. Je trouvais ça génial et pensais que tout le monde était fier. Tu peux imaginer essayer de faire dire à ce gars quelque chose de sérieux à propos de ça? La prise de contrôle de notre gouvernement par cet acteur étranger hostile? Ça n'arrivera pas. Sean Ryan est un opérateur de choc, mais il interviewait le gars qui a fait l'ensemencement des nuages. Tu peux retrouver ça. On dirait une pièce de théâtre pour éviter de tuer un gars. Voici les raisons pour lesquelles, si tu es un père texan qui a perdu sa fille dans l'inondation que j'ai causée, voici pourquoi il ne faut pas me tuer. L'argent vient du groupe de modification du climat du Texas, peu importe lequel tu mentionnais. C'est bien ça? Retiens bien, elle a dit géo-ingénierie. Je ne fais pas de géo-ingénierie, mais de la modification du temps, ce qui est très différent. En découvrant cette histoire d'ensemencement des nuages, je me souviens que la dernière fois, beaucoup affirmaient bruyamment que c'était faux. Et que si tu y crois, t'es un cinglé. Et maintenant, c'est comme si on ne reconnaissait même plus que ça existe. Entre ça et le passage sur le Wi-Fi qui t'observe. Voyons ce que c'est que ce Wi-Fi qui t'observe. Voyons de quoi il s'agit. Utiliser le mouvement, ton mouvement pour te détecter, toi et ta maison, les signaux Wi-Fi pour te détecter chez toi, sans coût supplémentaire. Donc, c'est gratuit. Donc, c'est une fonctionnalité de sécurité gratuite qui est maintenant incluse avec ton Internet. C'est-à-dire que si tu es loin de chez toi, tes appareils peuvent t'alerter en cas de mouvement. Je pense qu'il peut aussi prendre une photo de la pièce. Est-ce possible? Fait amusant, les équipes du Special Weapons and Tactics utilisent ça pour savoir où se trouvent les tireurs derrière une porte. Oh, ils ont déclenché une sorte de motif à l'intérieur d'un disque dur, comme le système de ventilation, pour produire un code qui pourrait révéler des mots de passe ou quelque chose comme ça. Intéressant. C'est très intéressant. Je sais qu'ils le peuvent. Chaque frappe sur un clavier a un signal distinct d'une certaine sorte.
Il est possible de savoir ce que quelqu'un tape à distance simplement grâce aux émissions du clavier. C'est intéressant. C'est fou comme la langue est utilisée comme une arme. Ton interview avec Candace. Je ne vais pas critiquer Candace ou quoi, mais tu parlais de choses qui prendraient des années à faire comprendre à une personne normale, comme les subtilités des opérations psychologiques et du langage, comme judéo-chrétien. Il te faudrait 10 ans de recherche personnelle pour comprendre ce qui se passe vraiment quand il parle de judéo-chrétien. Une fois que tu comprends, c'est tellement évident, c'est vraiment une évidence. Un couteau, tu comprends. Pour subvertir, ils ont tué le Christ. Le nom de ton meurtrier, puis ton nom pour décrire quelque chose que tu... C'est un système de croyance basé sur toi. C'est comme, voilà ton système de croyance. D'abord, on va utiliser le nom de ton meurtrier. Ouais, c'est comme judéo-nazi. C'est comme un Hitler. Ouais, un judéo-nazi. Tu parles comme un judéo-nazi en ce moment? Mec, j'aime pas ça. Le porte-parole de la Maison-Blanche enlève sa croix pour la déclaration sur Epstein. Incroyable si c'est vrai. Ouais, c'était comme une opération assurance qualité non fonctionnelle, tu vois. Ouais, comment vont les gens de QAnon ces derniers temps? Je n'ai pas vérifié. Je ne comprends pas comment ils continuent avec tout ce qui arrive, mais j'ai vu leur dernière théorie lors d'un discours de Donald Trump, je crois, le 4 juillet. Ils ont dit que les drapeaux américains n'avaient pas de franges jaunes sur les côtés, et que c'était un message pour eux disant que les patriotes avaient repris le contrôle. N'a-t-il pas aussi porté une cravate jaune à un moment? Je crois que cela comptait aussi beaucoup pour moi. En voyant la cravate jaune, c'était comme le signal de Batman. La vidéo que nous avions faite ensemble s'inspirait de QAnon à l'époque, tu t'en souviens? Oui, Robin. C'était une sacrée bonne vidéo, vraiment, oui? Certaines de ces choses ont intégré le lexique, comme les activations par mot de code Ronald McDonald. C'est le genre de trucs qui me font le plus rire, ce pseudo-délire militaire. Bon, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a enlevé sa croix? Ouais, apparemment. Ouais, quand elle a fait la conférence de presse sur la publication des dossiers Epstein, elle ne portait pas de croix. À chaque autre conférence de presse, elle porte un énorme collier en forme de croix, sauf celle-ci. Et c'est vrai, c'est vraiment arrivé, oui. Oui, d'accord. Oui, c'est vrai. Donc je veux dire, peut-être qu'ils ont raison sur ce coup-là. Et c'est presque comme dire « je ne peux pas brandir la croix quand je mens ». C'est ça. Oui, c'est comme un signal de détresse. C'est comme un drapeau à l'envers. Elle recommence à le porter? Je crois, oui. Est-ce que Pizzagate est réel? Je suis un grand défenseur de la théorie Pizzagate. C'est ce qui rend ça si maléfique, parce que Trump Ellison a été élu. Évidemment, Hillary Clinton était au centre de Pizzagate. Et donc, à bien des égards, Trump a été élu comme une répudiation des cultes pédophiles et des réseaux de chantage qui contrôlaient le pays. Et maintenant, il est au centre de la dissimulation de ce qui est en fait la même chose, c'est-à-dire Jeffrey Epstein. C'est le premier vrai scandale, vu toutes les absurdités déjà dites sur lui. Les destitutions, les inculpations, la star du porno, les accusations de viol, l'insurrection, tout ça. Mais c'est vraiment le premier scandale indéniablement réel, et un qui a de l'importance même pour ses propres partisans. Ils ont effacé ça de leur mémoire si rapidement. Je pense que c'est parce que pour une personne normale, croire à ces choses-là, c'est vraiment trop difficile à accepter. Et c'était trop horrifiant pour penser que cela pourrait être vrai. Mais avec Epstein, même pour quelqu'un de normal, c'est évident, ça fait tilt. C'est logique. Genre, pourquoi tu ne le ferais pas si tu es du Mossad? Pourquoi tu ne dirigerais pas un réseau de chantage comme ça? Donc c'est difficile de voir où ça va mener cette histoire d'Epstein, parce qu'on dirait que ça ne va pas disparaître. J'avais l'impression que ça allait disparaître quand on a fait ce putain de t-shirt, et maintenant c'est toujours là, ça fait des années. Ils n'ont pas publié les images en coupant juste un petit bout. Ils pensaient qu'il y avait quelque chose de ridicule et ils disaient « Ouais, regarde, tout est là ». On a 10 heures. Ils ont laissé les métadonnées dans ce qui monte, ainsi que ça a été coupé dans Premiere Pro, notre logiciel de montage préféré. La politique du futur sera totalement schizophrène. Ou pas. Je veux dire, ce ne sera peut-être pas une vraie schizophrénie. Je pense que l'affaire Epstein a de l'impact et qu'elle a de l'impact auprès des personnes qui en général ne s'intéressent pas à la politique. Et ça a de l'impact auprès de personnes qui ne sont pas schizophrènes et qui ne parlent pas de modification du climat ou de toutes ces conneries. Ça touche des gens ordinaires. Beaucoup de gens appréciaient Trump
uniquement parce qu'il pensait qu'il révélerait ce type de cabale et l'histoire des Illuminati. L'État profond avait enfin une voix. C'est tout l'objectif de sa putain de présidence, c'est d'éliminer l'État profond. Oui, il y a enfin un grain de sable, mais au final, c'est juste la machine. C'était ça l'attrait, voilà ce gars venu de l'extérieur qui va entrer à l'intérieur, tout bouleverser et tout faire exploser. Et enterrer Epstein, c'est tout le contraire de ça. C'est comme s'il les couvrait en réalité et qu'il récapitulait tout ça avec les personnes qui étaient enfin les plus en colère à ce sujet. Ils ont publié ces classeurs, la première phase des dossiers Epstein. Nous étions en train d'examiner cela. Que sont devenues les personnes ayant ces classeurs? Qui était-ce? Cernovich, c'était Cernovich, Jack Pisovich, Scott Pressler, DC Drano. Qu'est-ce que ces gars-là disent maintenant? Genre, qu'est-ce qu'ils font en ce moment? Ils défendent tous le président. Ils disent tous que c'est la faute de Pam Bondi. C'est la faute du procureur général. On ne peut pas faire plus sombre que ça. Je veux dire, c'est une île de chantage sexuel pédophile dans laquelle la famille royale était impliquée et qui travaille pour Israël. Et Trump a publié une note disant « Non, c'est fini, il n'y a pas de clients, il n'y a pas de carnet noir. C'est terminé. » Donc je ne sais pas comment il va s'en sortir cette fois. Je pense que ça va le hanter. C'est son premier vrai scandale. Et ce qui était terrifiant, c'est qu'il s'en prend en réalité à ses propres électeurs. Il a essentiellement dit dans son dernier message aujourd'hui, il a dit « Vous savez, qu'est-ce que vous pourriez demander de plus? Arrêtez de m'embêter avec ça. » Ouais. Et c'est un peu effrayant de se dire que, tu sais, c'est la première fois que sa base se retourne contre lui depuis que tout a commencé il y a 10 ans. Je ne sais pas à quoi ça ressemble. S'il te plaît, pour l'amour de Dieu, aide-moi, personnellement, moi, aide-moi. Va sur MDE, TV, crée un compte gratuit. Ça suffit, crée-moi un compte gratuit. Allez. Nous revenons tout de suite. Nous sommes ici avec Nick Fuentes. Quelle que soit la marque qui nous sponsorise, elle approuve la violence. Cet ordinateur contrôlé par l'esprit est la dernière innovation technologique d'Ultramind, avec plusieurs fonctionnalités clés, notamment un design à une main pour une utilisation facile, un biofeedback pour un fonctionnement physiologique optimal et la fonction Relax Plus pour permettre à l'utilisateur d'avoir un esprit calme et concentré. Une sélection de jeux interactifs amusants. Guide vers le futur pour visualiser des objectifs lointains mais réalisables. Et après une journée tendue, une relaxation musculaire bien méritée. L'appareil de contrôle mental Ultramind AD est maintenant disponible pour une durée limitée au prix exceptionnel de seulement $429,99. Les effets secondaires inattendus de l'appareil de contrôle mental Ultramind incluent, sans s'y limiter, le reflux acide, la dépression induite par la technologie, la dissociation, la paralysie, la paranoïa électrique, la séparation complète de l'esprit et du corps, ainsi qu'un divorce soudain du conjoint.